Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment maintenant que j'en ai pas fait. Je suis de retour, cette fois-ci pour débriefer le grand derby de Manchester, opposant Manchester City et Manchester United. Stop! Pour ceux qui préfèrent un contenu beaucoup plus court, vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Je fais des reels de quelques résumés en 1 minute des vidéos que je fais sur YouTube. Ça peut vraiment vous intéresser les gars, donc n'hésitez pas à checker tout ça et à vous abonner bien sûr. Allez, on reprend la vidéo. Quel match on a vu qu'il y a encore une fois entre ces deux équipes après le 6-3 de l'aller à Etihad Stadium. Et là, cette fois-ci, United renverse City dans une seconde période très spectaculaire. Donc déjà, pour commencer, ça m'a paru un petit peu bizarre de voir que Ten Hag a aligné Luke Shaw en défense centrale à côté de Varane et mettre Malacia en tant que latéral, tout en laissant des joueurs comme Lisandro Martinez ainsi que Harry Maguire sur le banc touche. Donc ça, c'était un choix assez surprenant, mais je crois savoir comprendre pourquoi. C'est pour essayer un petit peu de contrer les attaques de City et surtout le danger de Riyad Mahrez, car je pense que mettre Shaw face à Riyad Mahrez, c'est un petit peu déséquilibré par rapport à ce que peut provoquer comme danger Riyad Mahrez sur ce côté droit. On a bien vu que Malacia a fait un excellent match. Il a complètement pris Riyad Mahrez sous son aile, en lui laissant pas vraiment s'exprimer et provoquer du danger comme il le fait si bien, l'Algérien. Donc le but de Manchester United et le plan tactique qu'on a vu d'Erik ten Hag lors de cette première période, c'est d'essayer de bloquer les relances rapides de City en mettant un bloc haut et en pressant vraiment haut avec des joueurs comme Eriksen, Martial, Fernandez ainsi que Rashford. Ça a plutôt marché lors de la première période parce qu'on a vu un United qui a quand même profité de quelques contre-attaques pour mettre en danger la défense adverse, alors qu'un City c'était une passivité, c'était une possession passive comme lors du dernier match face à Southampton. Donc c'était aussi intéressant de voir qu'un joueur comme Rashford qui est en forme exceptionnelle depuis son retour en Coupe du Monde, le gars, je crois qu'il a marqué lors de chaque match depuis son retour. J'ai envie de dire que Rashford is the new Haaland dans cette première ligue, parce que Haaland depuis le retour de Coupe du Monde, certes il a quand même marqué quelques fois, mais il n'a pas le même rythme que Rashford depuis le retour de cette dernière Coupe du Monde. Et United, ils étaient sur une forme exceptionnelle depuis le retour de cette Coupe du Monde. Même avant la Coupe du Monde, ils sont sur 8 victoires consécutives. Là maintenant, celle-là, c'est la 9e, donc 9 victoires consécutives. Et j'ai l'impression que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, on retrouve une équipe beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine. Il n'y a plus cette sorte d'ambiance anxiogène qui tournait autour de l'effectif et du club de manière générale. Et j'ai envie de dire aussi que les plans d'Erik ten Hag commencent enfin à payer. Et le travail aussi des joueurs et de l'équipe et du collectif de manière générale commence enfin à payer. Donc je pense que United monte de plus en plus en puissance au fur et à mesure des matchs qu'elle dispute. Sans oublier aussi le transfert qui vient tout juste de réaliser, celui de Weghorst, le Hollandais, celui qui a fait sensation lors de la dernière Coupe du Monde en marquant un doublé face à l'équipe d'Argentine. Et celui qui maintenant est arrivé à United pour, on va dire, remplacer Cristiano Ronaldo et remplacer le vide qu'a laissé le départ de Ronaldo, parce qu'il fallait quand même un attaquant sur qui il pouvait compter, parce que certes Ronaldo c'était un joueur qui faisait rentrer en deuxième période ou quelquefois il jouait titulaire, mais sans plus. Maintenant avec Weghorst, je pense que les attentes sont beaucoup plus grandes et en voyant la forme qu'a Anthony Martial aussi, on peut vraiment s'inquiéter. Il n'y a que Marcus Rashford qui assure tout le temps dans cette équipe. Même Anthony, il n'est pas si rassurant que ça. J'ai hâte de voir ce que va réaliser Weghorst avec les Red Devils. Alors que Manchester City, il vient tout juste de sortir d'une défaite en League Cup face à Southampton, 2-0. C'était un match très bizarre de la part des hommes de Guardiola, puisqu'ils n'ont cadré aucun tir. Ils n'ont pas vraiment fait d'efforts pour aller battre cette équipe de Southampton, malgré le fait que bon, le match d'avant, ils ont fait une masterclass face à Chelsea 4-0. Mais voilà, c'est une équipe, j'ai envie de dire, qui est plutôt pas vraiment régulière comme d'habitude, comme on a l'habitude de les voir ces dernières années, ou bien sous l'ère Guardiola. Maintenant, on n'est plus trop sûr de voir comment Manchester City va jouer. Même si, bon, cette année, ils ont un atout énorme qu'ils n'ont pas eu depuis le départ, je crois, d'Aguero, ou bien même avant, parce que les dernières saisons d'Aguero avec City n'étaient pas si bonnes que ça. C'est Haaland. Mais même la forme de Haaland actuelle n'est pas vraiment incroyable. Mais après, je pense que c'est un mal pour un bien pour City.
pour alléger un petit peu cette pression sur les joueurs et cette charge aussi, parce qu'il y a beaucoup de matchs. Il y a la Champions League, il y a la Premier League, il y a la League Cup et la FA Cup. Je pense que ça va les arranger peut-être pour essayer de mieux performer en Premier League lors des prochains matchs ainsi qu'en Ligue des Champions. Après, en revenant sur les faits du match, c'était pas du tout le même match que l'aller. 6-3 qu'on a tous vu au Etihad, c'était un match, c'était un feu d'artifice de buts. Il y avait des buts de partout. City étaient en démonstration et United ont quand même essayé de réduire un petit peu l'écart des buts, mais bon, c'était pas très suffisant. 6 buts marqués par City et un hat-trick de Haaland aussi, incroyable. Aujourd'hui, je pense que en tout cas, lors de la première période, le match était beaucoup plus fermé. Il y avait surtout une grosse bataille tactique entre Ten Hag et Guardiola, et surtout une bataille au milieu de terrain. Par contre, comme j'ai pu le dire, Erling Haaland aujourd'hui, il a été fantomatique. Après, on va pas être surpris parce que on connaît, c'est un joueur qui fait que se démarquer le mieux possible dans la surface de réparation et s'attend à ce que des De Bruyne ou des Bernardo Silva ou des Mahrez lui servent une petite passe décisive pour essayer de la mettre au fond. Donc c'est un pur finisseur et c'est un pur renard de surface, hein. C'est comme ça que joue Haaland. Certes, il fait des fois usage de son physique pour remporter certains duels aériens ou certaines courses parce qu'il est aussi très rapide le gars. Mais aujourd'hui, je pense que les plans tactiques de Ten Hag ont empêché Haaland de trouver une certaine liberté dans cette défense mancunienne, avec un Raphaël Varane qui était exceptionnel et qui lui a fait un très grand marquage individuel, et ainsi que cette défense compacte de United qui travaillait de manière solidaire. Ça a empêché City de trouver beaucoup de solutions et de trouver Haaland en fait. Même si bon, on a vu que De Bruyne essaye quand même des fois de trouver, le gars il n'était pas du tout dans son match, il était mal démarqué ou peut-être qu'il était pris ou bien pris au marquage. En tout cas, le gars il respirait pas trop lors de ce match-là et c'était pas évident. C'était pas évident pour lui. Il n'a pas touché beaucoup de ballons également. Je n'ai pas la stat sous mes yeux, mais je pense qu'il n'a pas touché beaucoup de ballons. Donc, ce qui est très très inquiétant et ce qui explique peut-être cette manque d'efficacité de cette équipe de City. Après, il y a eu d'autres joueurs qui ont été endormis, j'ai envie de dire, dans les deux camps, comme Foden ou Anthony Martial. Martial, après, c'est pas une surprise. Ça fait un moment qu'il est plus trop en forme. Des fois, il te fait une bonne prestation et il va enchaîner 5 matchs où il va disparaître des radars. Par contre, Foden, ça m'a surpris un petit peu et j'ai quelque chose à dire sur Phil Foden. C'est que je pense que ce joueur-là, il manque toujours un petit peu de maturité parce que quand tu vois des joueurs comme Haaland et Mbappé ou d'autres jeunes qui font des masterclass à leur âge, certes peut-être que Mbappé ou Haaland c'est des profils différents, mais Foden, j'ai l'impression, ça reste que mon avis, mais j'ai l'impression qu'il stagne depuis un moment. Donc j'ai l'impression qu'il doit encore beaucoup plus progresser pour devenir un monstre, tout simplement, parce que on connaît le potentiel de ce joueur-là de 22 ans et on sait très bien qu'il peut faire très mal à n'importe quelle équipe parce que c'est un joueur doué, c'est un joueur talentueux. Donc c'est quand même dommage de voir qu'on sent cette manque de maturité qu'il a sur le terrain, et je pense que ça va venir un petit peu avec l'expérience. Mais voilà, il y a des joueurs qui acquièrent cette expérience-là très rapidement. Il y a des joueurs, il leur faut un petit peu du temps. Et je pense que Foden fait partie des joueurs il faut du temps, parce que faut pas oublier que dans cette équipe de City, la compétition est très rude en attaque. Revenant sur United, Casemiro, quel match il nous a fait aujourd'hui. Un patron au milieu du terrain, le gars il ne laisse rien passer, il intercepte tous les ballons possibles et imaginables. C'est pas pour rien qu'il a fait partie de cette équipe dorée de Real Madrid qui a remporté les 3 Ligues des Champions d'affilée. Ainsi que Varane, hein, c'est les deux joueurs issus de cette équipe dorée du Real Madrid, car lui aussi, comme j'ai pu le dire avant, marquage individuel sur Haaland. Et le gars ne laisse rien passer, dégage tous les ballons et tous les centres de l'équipe de City. Cependant, lors de la deuxième période, je pense qu'il y a eu un certain changement tactique. Je pense que l'équipe de City est rentrée beaucoup plus conquérante lors de la deuxième période, en proposant un jeu beaucoup plus dynamique, jusqu'à ce que ça commence à payer, puisque Foden, à peine sorti, Grealish rentre, touche quelques ballons, ne touche pas trop de ballons. Première occasion, but, efficacité. C'est vraiment le super sub, j'ai envie de dire, de Guardiola. C'était un coaching gagnant pour le moment, parce que moi je pensais que à ce moment-là, City va prendre beaucoup plus de confiance et aura beaucoup plus de contrôle sur la rencontre, parce que on a tout de suite vu après que United
commençait à fatiguer de plus en plus à force de défendre et de courir et de ne pas avoir trop le ballon. Moi, je sentais personnellement une baisse d'adrénaline. C'est là où le rôle du public rentre en jeu parce que je pense qu'ils ont été transcendés par le public, ce qui les a poussés aussi à égaliser. Et je pense aussi que City, au lieu de continuer sur cette même rythmique-là, sur cette même dynamique et d'enchaîner United marquant davantage de buts, il y a eu un retour de passivité, de possession et un manque de concentration, ce qui a poussé au but de Bruno Fernandes sur cette combinaison rapide entre les joueurs de United. Par contre, il y a une certaine polémique autour de ce but-là. Il y en a qui disent que c'est un hors-jeu, il y en a qui disent que ça ne l'est pas. Parce qu'au début de l'action, on voit bien que Rashford est hors-jeu. Cependant, Rashford fait la course mais ne touche pas le ballon. Et le ballon arrive sur les pieds de Bruno Fernandes qui lui n'était pas en position d'hors-jeu et qui conclut en marquant un but face à Ederson. Moi personnellement, je pense les règles. Après, on a des règles et elles changent à chaque fois. On ne sait plus à quel moment il faut appliquer la règle ou pas. Je pense que si Rashford n'aurait pas fait cette course-là pour essayer de prendre le ballon, je pense qu'à ce moment-là, on n'aurait rien dit, il n'y aurait pas eu de polémique parce qu'il n'aurait pas influencé sur le but de Bruno Fernandes. Maintenant, on a bien vu que Rashford fait la course et fait l'effort pour s'accaparer de ce ballon-là et essayer de le marquer jusqu'au moment où je pense que Bruno lui a dit ne le touche pas, t'es hors-jeu. Ou peut-être lui, il a compris de lui-même qu'il était hors-jeu. Il a vu la course de Bruno qui était bien démarquée, qui était en bonne position. Donc on ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a eu une certaine polémique autour de ce but-là. Parce qu'à mon avis, il y a un hors-jeu. Parce qu'à mon avis, Rashford avec sa course, il a un petit peu déstabilisé la défense de City qui pensait qu'il allait prendre le ballon. Donc ce qui a fait que Bruno Fernandes arrive juste derrière et marque le but. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette polémique. Mais même, je pense que City méritait de perdre ce match-là parce que, comme j'ai pu le dire, après le premier but marqué de Grealish, je pensais qu'ils allaient enchaîner, je pensais qu'ils allaient prendre le contrôle de ce match-là et tuer tout simplement Manchester United en leur marquant un deuxième but et boucler la rencontre. Mais ils sont tombés dans ce piège-là de passivité. Comme d'habitude, j'avais l'impression de regarder le Barça à un moment donné. Le momentum qu'a eu United en marquant ce but-là, ça les a transcendés avec l'aide du public également et avec l'entrée de Garnacho qui les a aidés. Parce que même pareil que Grealish, parce que c'est des joueurs qui ont plus ou moins le même profil. Boum, il rentre. Petite passe décisive pour Rashford qui d'ailleurs ratait beaucoup d'occasions en début de première période et qui était un petit peu incertain parce qu'à un moment donné il s'est blessé lors de la première période. Le gars est dans une forme étincelante. Après il y a eu un joueur qui m'a pas trop plu aussi à City, c'est Bernardo Silva. J'ai pas trop compris, le gars il était éteint, il n'était pas vraiment dans son match, il ratait beaucoup de ballons, il se faisait vraiment manger sur tous les duels. Et il n'arrivait pas trop à couper les lignes et à essayer de trouver des passes clés. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas fait jouer Gundogan et j'ai pas compris d'ailleurs aussi pourquoi il n'a fait qu'un seul changement, c'était celui de Grealish. Quand tu vas en touche, que tu as des joueurs comme Gundogan ou Alvarez qui peuvent rentrer et aider cette équipe-là à renverser le match ou à faire opposer certains joueurs, parce que tu fais un seul changement dans un match comme ça en Première Ligue, je trouve ça plutôt étrange. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire plus ou moins sur ce match-là. Et j'ai quand même... Voilà, je vais faire une petite conclusion concernant Cristiano Ronaldo. Il le faut, même si bon, il y en a qui vont dire que je fais une fixette sur Ronaldo, mais pas du tout. J'ai juste envie de prouver certaines choses pour certaines personnes qui pensent encore que Ronaldo était au top de sa forme. Avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo dans cette équipe de Manchester United, donc la saison 2020-2021, l'équipe s'était qualifiée pour la Ligue des Champions. Ils avaient sorti une très bonne saison et surtout une deuxième partie de la saison qui était très prolifique. Et ils ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Après son arrivée, l'équipe s'est qualifiée en Europa League. Ça de 1. Certes, le gars il a fait une excellente saison l'année dernière par rapport à son âge et par rapport à ce qu'il peut rapporter à cette équipe-là au vu de son âge. Il a été décisif pas mal de fois, il a aidé l'équipe lors de pas mal de rencontres décisives contre des Tottenham, contre des peut-être, je sais pas moi, des Arsenal ou d'autres équipes contre qui il a été décisif. Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait que lui. Et ce n'est pas dû au hasard parce que sa présence ne bonifie pas ses coéquipiers. Tu as l'impression qu'il a envie de tout prendre à lui, il a envie de tout faire lui-même, il a envie que toutes les caméras soient braquées sur lui, il a envie d'être la star de la rencontre lors de chaque match. Et ça, c'est un problème quand tu as un joueur qui a un ego comme ça et une légende du football qui veut battre tous les records possibles et imaginables et qui veut tout faire.
ça ne rapporte pas forcément quelque chose de bien pour l'équipe de manière générale. Certes, au Real Madrid, ça marchait parce que il était entouré déjà de très bons joueurs qui étaient à leur prime. On parle des Casemiro à son prime, Marcelo à son prime, Sergio Ramos à son prime, Carvajal à son prime, Gareth Bale et Benzema plus ou moins à leur prime, Modric à son prime, Kroos à son prime, et avec un entraîneur qui était, voilà, un entraîneur touché par la grâce comme Zinedine Zidane. Tu ne peux que faire des merveilles. À la Juve, on a bien vu que ça n'a pas trop marché parce qu'il n'était pas entouré des joueurs qu'il faut. Et à United, bah, c'était le seul qui plus ou moins faisait la différence, mais voilà, comme j'ai pu le dire, sa présence ne bonifie pas ses coéquipiers. Là, on voit clairement que depuis son départ, le United fait 9 victoires consécutives. J'ai l'impression de voir une équipe beaucoup plus soudée et une équipe construite autour d'un collectif cohésif qui n'est pas centré sur un seul joueur. C'est ce que je disais depuis toujours, et c'est pour ça que qu'Erik ten Hag, pour moi, c'est un entraîneur qui sait ce qu'il fait et il lui faudra du temps plus ou moins. Il fallait lui donner du temps en tout cas pour qu'il puisse prouver. Là, il le prouve. J'ai envie de dire que c'est une victoire aussi de l'apprenti sur son maître parce que à l'époque où Guardiola entraînait le Bayern, bah, Ten Hag c'était le chargé de l'équipe des jeunes du Bayern. Donc on voyait souvent des photos des deux entraîneurs ensemble lors des entraînements du Bayern, papoter, discuter. Donc j'imagine que Ten Hag a beaucoup appris de Guardiola et c'est pas pour rien qu'il a réalisé des exploits avec l'Ajax juste avant de venir à Manchester United où il va sûrement faire quelque chose en fin de saison s'il continue sur cette même dynamique là et sur ce même rythme de match gagné. Et j'ai envie de dire aussi que après ce match là, j'ai l'impression que le style de jeu de la possession de balle est devenu un petit peu obsolète. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ce n'est plus trop un jeu à la mode, j'ai envie de dire. Là, avec tous les matchs qu'on voit, avec ce qu'a fait le Maroc peut-être lors de cette dernière Coupe du Monde, ce qu'a fait le Real l'année dernière en Champions League, ce qu'a fait United maintenant, j'ai envie de prendre beaucoup d'exemples, mais on va pas finir cette vidéo sinon. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'efficacité prône sur la possession de balle. Les équipes de foot aujourd'hui essaient plus ou moins, ou les grosses équipes de foot essaient plus ou moins de se concentrer sur la victoire et d'être beaucoup plus efficaces plutôt que de se dire qu'il faut jouer en ayant la possession de balle. Dans la majorité des cas, c'est une sorte de possession passive qui mène à rien. Donc à voir comment ça va évoluer, à voir comment Guardiola va finir cette saison-là, parce qu'il vient tout juste de faire une déclaration un petit peu surprenante en disant que la Premier League et la Carabao Cup, il s'en fout un petit peu. C'est juste la Ligue des Champions qui lui manque. Et je pense que je pourrais comprendre son raisonnement là, parce que ça fait des années que City performe dans ces compétitions-là, mais à chaque fois déçoit en Ligue des Champions. Ils y étaient presque l'année dernière. Ils étaient de ça à accéder à la finale l'année dernière face au Real. Ils se sont retrouvés face à une équipe du Real qui ne lâchait pas. L'année d'avant, c'était face à Chelsea. Donc, je pense qu'il a plutôt raison et je pense que cette fois-ci, cette saison, il va essayer de se concentrer beaucoup plus sur la Ligue des Champions. Après, s'il déçoit encore de nouveau en Ligue des Champions, je pense que Guardiola ira entraîner ailleurs ou peut-être qu'il va quitter City. Donc, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, les gars, c'est concernant Manchester City. Est-ce que, après les déclarations de Guardiola lors de la dernière conférence de presse, est-ce que vous pensez que cette saison-là, c'est la bonne pour Manchester City en Ligue des Champions? Est-ce que vous pensez que City peut remporter cette saison-là, la Ligue des Champions, le trophée qui manque à Guardiola avec City et le trophée aussi qui manque à City en tant que club historique d'Angleterre? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. J'aimerais bien que ça fasse un petit débat et ça sera bien pour le référencement, je vais pas vous mentir. Et en parlant et en revenant sur United et en parlant du Barça, City, etc., j'ai peur pour le Barça. Voyons comment United a joué aujourd'hui et voyons la forme actuelle de United. J'ai dû le dire à chaque vidéo du Barça, je pense, mais j'ai trop peur. J'ai trop peur pour le Barça. J'ai trop peur qu'il se fasse éliminer par United parce que c'est un collectif et c'est une équipe qui monte en puissance et qui devient imbattable, quoi. Ils s'enchaînent 9 victoires consécutives. C'est pas négligeable. Donc là, c'est avec cette victoire-là, la Premier League, où le classement de la Premier League commence de plus en plus à être très intéressant. La compétition devient de plus en plus rude.
Et on verra demain ce que fera Arsenal avec Tottenham, qui est un autre derby londonien. Un derby très important de cette première ligue. Donc si Arsenal réussit à gagner lors de ce match-là, ils vont se hisser, ils vont encore rester tranquillement devant en première place de cette première ligue. Pas mal d'écart de points, je pense, avec City. Ou sinon, Tottenham va faire une petite belle opération en montant un petit peu dans le classement. Donc c'est très intéressant de voir comment ça va évoluer cette saison-là en première ligue. Arsenal qui fait une très bonne saison aussi. Et on verra bien. Demain, j'essaierai de faire un petit débrief sur le match d'Arsenal-Tottenham. Du coup, c'est tout les gars pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo pour le référencement, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à partager la vidéo avec vos amis évidemment. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo les gars. Ciao!